Qu'est-ce qui pousse un évitant à finalement rompre son silence et admettre ce qu'il ressent? Dans les relations, il y a des moments où un évitant qui garde normalement tout pour lui décide soudainement d'être honnête. Nous avons tous vu comment un évitant peut passer des mois sans mentionner ses émotions, être avec toi jour après jour sans rien révéler, maintenant cette distance émotionnelle caractéristique jusqu'à ce qu'arrive un moment particulier où quelque chose de spécifique change et qu'il ait une conversation complètement différente. Tout évitant construit des murs autour de ses émotions. Il maintient des conversations superficielles, évite les sujets profonds, ne dit jamais directement ce qu'il ressent. Il répond de façon évasive quand tu poses une question personnelle, maintient un ton léger même dans les moments sérieux, agit comme si l'ambiguïté était confortable pour vous deux. De son point de vue, tout est sous contrôle, tant qu'il n'a pas à définir quoi que ce soit, tant qu'il peut maintenir cette distance sécurisante qui le protège. Les choses restent gérables, prévisibles. Mais arrive un moment où ces murs s'effondrent. La première condition qui crée des fissures dans ces murs survient quand un évitant fait face à la possibilité réelle de te perdre. Il ne s'agit pas de menaces ou d'ultimatums, mais de quelque chose de plus profond. Quand il détecte que tu t'éloignes émotionnellement, quand il remarque que tu n'insistes plus pour avoir des conversations profondes, quand il observe que tu as cessé d'essayer de te rapprocher, son système interne réagit. Cette réaction n'est pas consciente au début. Un évitant fonctionne avec la croyance qu'il aura toujours l'option de revenir, que sa distance est temporaire et réversible. Cette sécurité fait partie de ce qui lui permet de rester à l'écart sans anxiété. Mais quand cette sécurité disparaît, quand il voit des signes concrets que tu pourrais avancer sans lui, quelque chose change intérieurement. Ce changement ne se produit pas avec des mots ou des confrontations. Il se produit quand un évitant remarque des différences dans ton comportement. Tu cesses d'envoyer des messages avec la même fréquence. Tu ne poses plus de questions sur sa journée avec le même intérêt. Quand vous êtes ensemble, il y a un calme qui n'existait pas avant, une acceptation qu'il interprète comme du détachement. Pour quelqu'un qui dépend du fait de savoir que tu es là pendant qu'il maintient sa distance, cette nouvelle dynamique est perturbante. Le confort d'avoir une connexion sans engagement s'effondre quand la connexion elle-même commence à s'estomper. Un évitant peut maintenir ses murs tant qu'il sent qu'il a le contrôle sur la distance, mais quand cette distance menace de devenir permanente, l'équation change complètement. Ce qui est intéressant, c'est qu'un évitant ne reconnaît pas toujours immédiatement ce qu'il ressent quand cela arrive. Il peut éprouver de l'inquiétude, une sensation que quelque chose ne va pas, mais sans le relier directement à la peur de te perdre. Il peut commencer à penser à toi plus fréquemment, se demander ce que tu fais, ressentir des impulsions de te contacter qu'il n'avait pas avant. Ces impulsions entrent en collision avec son schéma habituel de maintenir la distance, créant une tension interne qu'il ne peut pas ignorer facilement. La sécurité de savoir que tu seras toujours disponible était invisible jusqu'à ce qu'elle disparaisse et son absence laisse un vide qu'il doit finalement reconnaître. Cette tension se manifeste de façon qu'un évitant ne comprend pas nécessairement au début. Il peut devenir plus distrait dans d'autres domaines de sa vie, moins capable de se concentrer sur le travail ou les activités qui l'absorbaient normalement complètement. Il peut vérifier son téléphone plus fréquemment que d'habitude, attendant des messages de ta part qu'il ignorait avant ou auxquels il répondait avec un retard intentionnel. Il peut se retrouver à initier des conversations avec toi après des périodes de silence, quelque chose qu'il ne faisait jamais avant parce que c'était toujours toi qui maintenais la connexion vivante. Ces changements subtils dans son comportement sont la preuve que la possibilité de te perdre a pénétré ses défenses de manière qu'il n'avait ni planifiée ni anticipée. La deuxième condition apparaît quand un évitant vit un niveau de solitude qu'il ne peut ignorer. Pendant longtemps, la solitude a été sa zone de confort, son espace sûr où il n'a pas à gérer les demandes émotionnelles ou la vulnérabilité. Mais il y a une différence entre la solitude choisie et le vide qui vient après avoir eu quelque chose de réel. Quand un évitant a construit une connexion authentique avec toi, même s'il ne l'a jamais admis, ton absence laisse un trou que les autres distractions ne peuvent combler. Il peut essayer de s'occuper avec le travail, des loisirs, d'autres personnes, mais rien ne reproduit ce qu'il avait avec toi. Cette prise de conscience n'arrive pas immédiatement. Il faut du temps, parfois des semaines ou des mois, pour qu'un évitant reconnaisse intérieurement que ce qu'il ressentait n'était pas seulement du confort ou de la commodité,
Ce qui rend cette condition particulièrement puissante, c'est qu'un évitant ne peut pas la rationaliser. Normalement, il peut s'expliquer à lui-même pourquoi la distance est meilleure, pourquoi il n'a pas besoin d'intimité profonde, pourquoi il va bien seul. Mais quand ces explications cessent de fonctionner, quand il se retrouve à penser à toi sans raison apparente, quand des moments ordinaires lui rappellent des interactions que vous avez eues, son récit interne commence à s'effondrer. Il ne peut pas se convaincre que ça n'a pas d'importance quand clairement ça en a. Cette contradiction entre ce qu'il se dit à lui-même et ce qu'il ressent vraiment crée une pression interne qui doit finalement être libérée. Un évitant peut essayer de combler ce vide de différentes manières. Il peut chercher des connexions superficielles avec d'autres personnes, espérant que la nouveauté ou l'absence d'histoire émotionnelle rendent plus facile le maintien de sa distance caractéristique. Il peut intensifier son attention sur le travail ou des projets personnels, se convainquant que la productivité est plus précieuse que la connexion émotionnelle. Il peut même se convaincre temporairement qu'il se sent mieux seul, que l'absence de complications relationnelles est libératrice. Mais ces stratégies montrent finalement leurs limites. La nouveauté s'use, le travail cesse de combler l'espace émotionnel. La liberté commence à ressembler plus à de l'isolement qu'à de la libération. Ce qui finit par briser ces rationalisations, c'est la répétition de l'expérience. Un évitant peut se convaincre une fois qu'il va bien, qu'il ne te manque pas, que la solitude est préférable. Il peut le faire 2 fois, 3 fois. Mais après suffisamment de cycles où il essaie de combler le vide et échoue, après suffisamment de moments où quelque chose lui rappelle ce que vous aviez et qu'il ressent cette pointe de perte, les explications perdent leur pouvoir. Il ne peut pas continuer à se dire qu'il va bien quand les preuves répétées de sa propre expérience lui montrent le contraire. Cette accumulation de moments où ses défenses ne fonctionnent pas est ce qui finit par user sa capacité à nier ce qu'il ressent vraiment. La troisième condition surgit quand un évitant voit que tu es vraiment passé à autre chose. Non seulement tu as menacé de le faire, non seulement tu as dit que tu le ferais, mais tu l'as fait. C'est peut-être la condition la plus percutante, parce qu'elle détruit complètement le récit de sécurité dans lequel un évitant fonctionne. Il a toujours supposé que peu importe la distance qu'il met, peu importe le temps qui passe, il pourra revenir et les choses redeviendront comme elles étaient. Cette croyance lui permet de maintenir ses murs sans conséquences réelles. Mais quand il voit des preuves concrètes que tu as continué ta vie, que tu as établi de vraies limites, que tu as cessé d'être disponible émotionnellement pour lui, tout son système de défense vacille. Voir que tu es passé à autre chose lui montre quelque chose qu'il n'a jamais considéré comme possible, que ses actions ont des conséquences permanentes. Un évitant peut rationaliser son comportement quand il croit avoir un temps illimité pour décider ce qu'il veut, mais quand ce temps s'épuise, quand il se rend compte que la fenêtre d'opportunité s'est fermée, il vit quelque chose qui ressemble à de la panique. Ce n'est pas une panique dramatique ou visible, mais une urgence interne qui l'oblige à tout reconsidérer. Pour la première fois, l'idée de ne pas avoir accès à toi devient réelle, tangible, et cette réalité est insupportable d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Cette prise de conscience frappe différemment parce qu'elle vient avec la preuve directe que sa stratégie a échoué. Un évitant peut se dire à lui-même qu'il protège la connexion en maintenant la distance, que son évitement est une façon de préserver quelque chose de précieux. Mais quand il voit que cette stratégie a abouti à la perte exacte qu'il essayait de prévenir, il ne peut plus la maintenir comme efficace. La dissonance cognitive devient trop grande. Il doit faire face au fait que ce qu'il pensait protéger n'existe plus, et que sa façon de le protéger était exactement ce qui l'a détruit. Voir que tu es passé à autre chose lui montre aussi que tu es capable de vivre sans lui, quelque chose qu'il n'a peut-être jamais considéré sérieusement. Un évitant suppose souvent que l'autre personne a plus besoin de la relation que lui, que ton investissement émotionnel signifie que tu attendras toujours. Quand cette supposition s'effondre, quand il voit que tu peux aller bien, voire mieux, sans sa présence dans ta vie, cela remet fondamentalement en question comment il se voit lui-même dans la dynamique. Il ne peut plus maintenir le récit selon lequel c'est lui qui a le pouvoir de décider de l'avenir de la relation, parce que cet avenir se déroule déjà sans lui. La quatrième condition arrive quand un évitant se trouve dans un moment de vulnérabilité personnelle. Cela peut être une crise professionnelle, un problème familial, un moment de stress intense où ses stratégies normales d'adaptation ne fonctionnent pas. Durant ces moments,
les défenses qu'il maintient normalement si fermement commencent à s'affaiblir. Il n'a pas l'énergie émotionnelle pour maintenir les murs qu'il a construits si soigneusement. La vulnérabilité forcée par des circonstances externes crée une ouverture où l'honnêteté émotionnelle devient plus accessible. Un évitant qui, en circonstances normales, n'admettrait jamais ce qu'il ressent, au milieu d'une crise personnelle, peut se retrouver sans les ressources internes pour continuer à le nier. Ce type de vulnérabilité ne garantit pas l'honnêteté, mais crée les conditions pour elle. Quand un évitant fait face à des défis qui le dépassent, il cherche la connexion de manière qu'il ne le ferait normalement pas. Si tu as été une présence significative dans sa vie, même s'il ne l'a jamais reconnue, il peut se tourner vers toi dans ces moments. L'admission de sentiments n'est pas toujours directe ou claire, mais elle apparaît dans la façon dont il te cherche, dans ce qu'il partage avec toi, dans comment il baisse sa garde de manière qu'il évitait avant. La pression externe de la crise brise des barrières que la pression interne n'a jamais pu toucher. Ce qui rend ces moments particulièrement révélateurs, c'est qu'un évitant n'a pas la bande passante émotionnelle pour maintenir ses défenses habituelles tout en gérant simultanément une crise. Normalement, il peut consacrer une énergie considérable à maintenir son image d'indépendance et d'autosuffisance, mais quand cette énergie est détournée vers la gestion d'une situation difficile, les défenses relationnelles s'affaiblissent naturellement. Ce n'est pas qu'il décide consciemment d'être plus vulnérable, mais que la vulnérabilité émerge parce qu'il n'a pas les ressources pour la supprimer comme il le fait habituellement. Durant ces moments de crise, un évitant peut aussi réaliser que le soutien émotionnel qu'il a toujours rejeté est exactement ce dont il a besoin maintenant. Il peut reconnaître que son insistance à tout gérer seul n'est pas durable quand il fait face à des défis qui le dépassent véritablement. Cette compréhension peut créer une ouverture où il permet finalement à quelqu'un d'entrer, où il admet finalement qu'il a besoin de connexion d'une manière qu'il niait catégoriquement avant. La crise ne change pas qui il est fondamentalement, mais peut lui montrer que ses stratégies habituelles ont de vraies limites. La cinquième condition survient quand un évitant observe le coût réel de son schéma de comportement. Pas le coût théorique ou abstrait, mais le coût concret et mesurable. Il voit comment son incapacité à être honnête émotionnellement a saboté des relations importantes. Il observe comment d'autres personnes dans sa vie sont passées à autre chose pendant qu'il reste coincé dans les mêmes schémas. Il reconnaît que sa stratégie de protection a cessé de le protéger et ne fait maintenant que l'isoler. Cette conscience n'arrive pas d'un coup, mais s'accumule à travers des expériences répétées où son évitement crée plus de douleur que celle qu'il essaie d'éviter. Ce qui rend cette condition particulièrement efficace, c'est qu'elle vient de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre lui fait remarquer ou exige qu'il reconnaisse. C'est une conclusion à laquelle il arrive lui-même après avoir vu les conséquences de ses actions encore et encore. Un évitant peut ignorer ce que les autres lui disent sur son comportement, peut rationaliser ou défendre ses choix quand il est confronté, mais il ne peut pas ignorer sa propre analyse quand il se permet finalement de la regarder honnêtement. Cette autoréflexion authentique, bien qu'inconfortable et douloureuse, crée une motivation interne au changement que la pression externe ne pourrait jamais générer. Cette reconnaissance du coup vient souvent accompagnée d'une sensation de fatigue. Un évitant qui a maintenu ses schémas pendant des années peut finalement ressentir l'épuisement de maintenir ses défenses constamment. Chaque nouvelle situation qui nécessite de la distance, chaque opportunité de connexion qu'il doit rejeter, chaque moment d'honnêteté qu'il doit supprimer, tout cela accumule un poids émotionnel. Il arrive un point où l'effort de maintenir les murs est plus grand que la peur de les abaisser. Cette inversion de l'équilibre interne est cruciale parce qu'elle signifie que l'ouverture devient le chemin de moindre résistance, pas de plus grande bravoure. Un évitant peut commencer à remarquer des schémas dans sa vie qu'il justifiait auparavant comme des coïncidences ou comme la faute des autres. Il peut voir comment plusieurs relations se sont terminées de manière similaire, comment c'est toujours lui qui s'éloigne, comment les mêmes plaintes apparaissent de différentes personnes à différents moments. Cette répétition rend plus difficile le maintien du récit, selon lequel les problèmes sont hors de son contrôle ou qu'il n'a simplement pas trouvé la bonne personne. Il doit finalement faire face à la possibilité qu'il est le dénominateur commun dans toutes ces situations et que sa façon de se relier est ce qui crée les résultats qu'il dit ne pas vouloir. La sixième condition apparaît quand un évitant sent qu'il a un espace sûr pour admettre ses sentiments sans être jugé ou pressé.
Cela peut sembler contradictoire parce qu'un évitant a évité la vulnérabilité précisément par peur du jugement ou des demandes émotionnelles. Mais il y a une différence entre un espace où il se sent pressé de partager et un espace où il sent qu'il peut le faire s'il veut. Le paradoxe est qu'un évitant a besoin de sentir qu'il n'a pas à admettre quoi que ce soit pour pouvoir finalement l'admettre. Quand il détecte qu'il n'y a plus d'urgence de ta part, quand il voit que tu as établi ta propre paix sans avoir besoin de ces mots, cette absence de pression crée la condition parfaite pour l'honnêteté. Cette dynamique fonctionne parce qu'elle élimine la résistance naturelle qu'un évitant a contre les demandes émotionnelles. S'il sent qu'admettre ses sentiments est une réponse à la pression ou aux attentes, il activera toutes ses défenses. Mais s'il sent que c'est un choix authentique qu'il fait depuis son propre espace interne, sans agenda externe, il peut accéder à cette honnêteté. L'espace sûr n'est pas un espace où on parle constamment d'émotions ou où on analyse la relation, mais un espace où existe la liberté de ne pas en parler. Ironiquement, cette liberté est ce qui permet finalement la conversation. La création de cet espace sûr n'est pas quelque chose que tu peux forcer ou fabriquer intentionnellement. Il émerge naturellement quand tu as vraiment lâché prise sur le besoin qu'un évitant soit différent. Quand tu as véritablement fait la paix avec la possibilité qu'il n'admette jamais ce qu'il ressent. Cette paix intérieure se communique sans mots et crée un environnement où un évitant ne sent plus qu'il doit se défendre contre des demandes ou des attentes. Dans cet environnement, l'honnêteté devient possible parce qu'elle ne vient pas avec le prix d'avoir à remplir quelque chose ou changer quelque chose immédiatement. Le point de rupture final arrive quand toutes ces conditions s'accumulent jusqu'à créer une pression interne insoutenable. Un évitant peut gérer une ou deux de ces conditions de façon isolée. Il peut rationaliser la possibilité de te perdre, il peut minimiser sa solitude, il peut ignorer les conséquences de ses schémas, mais quand plusieurs conditions convergent en même temps, quand la somme de toutes ces pressions devient trop grande, quelque chose doit céder. Les murs qu'il a construits si soigneusement ne peuvent pas se maintenir sous le poids accumulé de la réalité. Ce moment de rupture ne semble pas toujours dramatique de l'extérieur. Il ne vient pas nécessairement avec une grande déclaration ou un changement soudain de comportement. Il apparaît souvent comme une conversation simple où un évitant dit finalement ce qu'il a évité pendant des mois. Cela peut être une admission directe de sentiments ou une ouverture plus graduelle où il commence à partager des choses qu'il gardait fermées avant. La forme spécifique varie, mais ce que toutes ces admissions ont en commun, c'est qu'elles viennent d'un lieu d'un besoin authentique, pas de manipulation ou de stratégie. Quand un évitant admet finalement ses sentiments, il le fait parce que les garder cachés est devenu plus douloureux que de les révéler. Il a atteint un point où le coût de l'honnêteté est inférieur au coût du silence continu. Cette inversion est fondamentale parce qu'elle signifie que l'admission n'est pas temporaire ou tactique, mais une réponse à une pression interne réelle. Un évitant qui admet ses sentiments sous ces conditions ne cherche pas à manipuler la situation ou à récupérer le contrôle. Il cherche le soulagement d'une tension qu'il ne peut plus soutenir. La façon dont un évitant admet ses sentiments peut varier dramatiquement selon son niveau de confort avec la vulnérabilité. Certains peuvent le faire de manière directe et claire, disant finalement les mots qu'ils ont évités pendant si longtemps. D'autres peuvent le faire de manière plus indirecte, partageant des sentiments à travers des actions, des changements dans leur comportement ou des admissions partielles qui nécessitent que tu lises entre les lignes. Ce qui est important n'est pas tant la forme spécifique, mais l'authenticité derrière elle. Tu peux sentir la différence entre une admission qui vient d'un lieu authentique et une qui n'est qu'une stratégie pour récupérer ton attention. Après l'admission, quelque chose de fondamental change dans la dynamique. Un évitant qui a franchi ce seuil et a été honnête sur ce qu'il ressent ne peut pas revenir complètement au déni antérieur. Il a brisé son propre schéma d'une manière qui crée une nouvelle référence interne. Cela ne signifie pas que tous ces schémas d'évitement disparaissent instantanément, mais cela signifie qu'il a maintenant l'expérience de ce que ça fait d'être vulnérable et de survivre à ça. Cette expérience devient une base sur laquelle il peut construire plus d'honnêteté s'il choisit de le faire. L'admission ne garantit pas non plus que tout sera parfait à partir de ce moment. Un évitant qui exprime finalement ses sentiments peut encore avoir des impulsions de reculer, des moments où la vulnérabilité se sent trop intense et où il cherche à récupérer de la distance. La différence est que maintenant vous avez tous les deux un point de référence commun, un moment où l'honnêteté a été possible.
Ce moment devient la preuve que la vulnérabilité ne détruit pas la connexion, et cette preuve peut t'aider à naviguer les moments plus difficiles qui viendront inévitablement après. Il est important de comprendre que l'admission de sentiments n'est qu'une étape dans un processus plus long. Elle ne résout pas automatiquement tous les schémas d'évitement qu'un évitant a développés tout au long de sa vie. Il peut y avoir des reculs, des moments où il retourne à ses défenses habituelles, des situations où l'intimité devient accablante et où il a besoin d'espace. Mais si l'admission venait d'un lieu authentique, si elle a émergé de ce point de rupture réelle où le silence est devenu insoutenable, alors il existe une base sur laquelle construire quelque chose de différent. La question que beaucoup de personnes ont après avoir entendu cela est de savoir si ça vaut la peine d'attendre qu'un évitant atteigne ce point de rupture. La réponse n'est pas simple parce qu'elle dépend complètement de ta situation personnelle et de ce que tu es disposé à tolérer. Ces conditions ne garantissent pas qu'un évitant admettra ses sentiments dans un temps spécifique ou de la manière que tu attends. Ce n'est pas une formule que tu peux appliquer pour obtenir un résultat prévisible. Ce sont des conditions qui, quand elles se présentent, créent la possibilité d'honnêteté émotionnelle, mais pas la certitude. Ce que tu peux faire de plus important n'est pas d'essayer de créer ces conditions artificiellement ou de manipuler des situations pour forcer un évitant à admettre ce qu'il ressent. Cela ne fonctionne jamais de manière durable. Ce qui est le plus efficace est de te concentrer sur ton propre bien-être, sur tes propres limites, sur ta propre vie. Quand tu fais cela véritablement, quand tu te diriges vraiment vers ta propre paix et plénitude, tu crées naturellement plusieurs de ces conditions sans l'essayer. Tu t'éloignes émotionnellement parce que tu prends soin de ta propre santé mentale. Tu passes à autre chose parce que tu donnes la priorité à ton avenir. Tu crées un espace sûr parce que tu n'investis plus d'énergie à poursuivre des réponses. L'ironie est que le meilleur chemin vers l'honnêteté d'un évitant est aussi le meilleur chemin vers ta propre liberté. Tu n'as pas à choisir entre prendre soin de toi-même et créer des conditions pour qu'il soit honnête. C'est le même processus. Quand tu te donnes la priorité, quand tu établis de vraies limites, quand tu cesses d'attendre et commences à vivre, tu crées automatiquement le type de dynamique qui peut mener un évitant à ce point de rupture. Et s'il n'y arrive pas, s'il n'admet jamais ses sentiments, tu auras de toute façon avancé. Comprendre ce qui pousse un évitant à admettre ses sentiments te donne de la clarté sur la dynamique, mais ne te donne pas le contrôle sur le résultat. Tu ne peux pas forcer le processus ni accélérer le temps que ça prend. La seule chose que tu peux contrôler est comment tu réponds pendant ce temps, comment tu prends soin de toi-même et quelles limites tu établis pour protéger ton propre bien-être émotionnel. Ces décisions sont les tiennes indépendamment de ce qu'un évitant fait ou ne fait pas. Il est aussi fondamental de reconnaître que toutes les relations avec un évitant n'atteindront pas ce point de rupture. Certains évitants ne vivront jamais la convergence de conditions nécessaires pour briser leur défense. D'autres peuvent les vivre mais choisir quand même de maintenir leur mur pour des raisons qui ont à voir avec leur propre histoire et leurs peurs profondes. Ton travail n'est pas d'attendre indéfiniment dans l'espoir qu'éventuellement ce moment arrivera. Ton travail est de décider ce que tu es disposé à tolérer, combien de temps tu es disposé à attendre et à quel point ton propre bien-être devient plus important que la possibilité que quelqu'un d'autre change. Si tu as vécu cette dynamique avec un évitant, partage dans les commentaires quelles conditions spécifiques tu as remarquées avant qu'il ne soit finalement honnête sur ses sentiments. Ton expérience peut aider quelqu'un d'autre qui navigue cette situation en ce moment. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre quelque chose qui n'avait pas de sens avant, mets un like et abonne-toi pour plus de contenu sur les schémas d'évitement et les dynamiques relationnelles. Merci d'avoir regardé.